Chères auditrices, chers auditeurs de la radio de la Voix du Peuple Libre, merci pour votre fidélité. Je remercie tous les auditrices et auditeurs qui nous écoutent depuis les États-Unis d'Amérique, le Canada, l'Europe, l'Afrique, sans oublier ceux qui nous écoutent depuis Pointe-Noire, Nkaï, Brazzaville et Owando. Vous êtes sur la radio de la Voix du Peuple Libre. Je suis votre animateur préféré, Antoine Labou. Restez connectés sur la radio de la Voix du Peuple Libre sur www.lavoixdupeuplelibre.com. Restez connectés. Aujourd'hui, nous allons vous lire le document confidentiel dans sa septième partie. Le document confidentiel dans sa septième partie qui parle de l'affaire des explosions des soutes à munitions de la caserne militaire de Pila et Cramu. Anciennement appelée Direction centrale de l'armement et munitions, DECAM, l'établissement central de réparation et de recharge des armements et des munitions, ECRAMU, était un site situé face à l'enceinte de l'intendance militaire, juxtaposé au régiment blindé. Finalement, placé au milieu des milliers d'habitations humaines, de dizaines d'écoles, de collèges et de structures sanitaires, des dizaines de sociétés et marchés publics. Le rôle principal de l'ECRAMU était de stocker, conserver, réparer et distribuer l'armement et les munitions de guerre pour la force publique et gérer la réserve ministérielle. Avant que ne se produise le drame du 4 mars 2012, les magasins de l'ECRAMU sont pleins de milliers et de milliers de munitions, de roquettes d'avion, de bombes d'aviation de forte puissance, de munitions délabrées destinées à la destruction, de missiles sol-air et sol-sol, de charges de lancement de RPG-9 pour les munitions des forces armées, de roquettes de RPG-7 et appareils optiques. Il y avait aussi à l'ECRAMU, ce matin du 4 mars 2012, de milliers et de milliers de sacs de nitrate, de cordons détonants, des détonateurs, de cartons d'explosifs, de pertes de TNT, de sacs de nitrate d'ammoniac pour les entreprises, une dizaine de conteneurs dont un de 21 M sur chargeur. Le site de l'ECRAMU renfermait par ailleurs des centaines de cartons de feu d'artifice, de milliers de cartons de nitrate. Il convient de souligner en outre que devant un magasin étaient stationnés 4 conteneurs contenant des carburants, gasoil, essence, pétrole, destinés à l'entretien des pièces de recharge offertes par les Coréens du Nord. L'enceinte de l'ECRAMU abritait aussi un générateur d'azote et d'oxygène. En plus de l'armement et des munitions, propriété de l'armée, curieusement, des entreprises privées dirigées par des étrangers, français et libanais, amis du dictateur Sassou Nguesso, y ont stocké leur cargaison d'explosifs, en particulier Escom, SGEC, Socofront, Frédérico Carrière, etc.
Ensemble, ce site a concentré une puissance explosive colossale, stockée dans une promiscuité totale, mélangeant tous les genres, ce qui amplifiait davantage encore les gros risques de déflagration délirante. Entendu à l'audience de la Cour criminelle consacrée à l'examen des faits survenus le 4 mars 2012 à l'Écramu, l'accusé caporal-chef au bas, Rodrigue, un des sous-officiers affectés à la garde de ce site, a déclaré à cet effet. Notre chef de caserne nous disait, nous gardons des choses sensibles. Si ça éclate, c'est tout Brazzaville qui sera en feu ou détruite. C'est pourquoi le site aurait dû être protégé fortement, tant à l'extérieur, très haut mur avec au-dessus des barbelés coupants, accès principal, secondaire et d'évacuation fortement gardés, garde renforcée en patrouille permanente, pédestre, etc. Qu'à l'intérieur, bâtiment à portes et fenêtres hermétiquement fermés avec un système automatique de protection contre l'incendie basé sur un repérage automatique des sources de chaleur par des détecteurs pyrotechniques avec déclenchement automatique du liquide ignifuge pour extinction et un système manuel de protection contre l'incendie, existence de documents d'alerte et de protection, etc. Rien, absolument rien de tout cela n'a existé. C'est dans ces conditions que survient la catastrophe à l'Écramu le 4 mars 2012, aux environs de 8 heures du matin. Dans la journée, le dictateur Sassou Nguesso, étant le chef des armées, dépêche à la télévision le ministre de l'Intérieur, Mboulou Zéphirin, et le ministre délégué à la Défense, Boao Zakari. C'est le dictateur Sassou, assisté du chef d'état-major de l'époque, Monzo Richard, les seuls responsables des lieux ayant la maîtrise de la situation, qui demande au ministre délégué à la Défense d'aller soutenir à la télévision ce qu'il avait déclaré ce jour-là, à savoir que la situation est sous contrôle et qu'il n'y a que 4 blessés. Dans le même temps, le dictateur Denis Sassou Nguesso avance comme cause de l'incendie un court-circuit survenu dans les magasins d'armes de l'Écramu. Peu après, les conséquences de la catastrophe apparaissent immenses. Plus de 800 morts et plus de 2500 blessés, avec des centaines d'handicapés à vie, parmi lesquels des centaines de Quinois, des quartiers entiers rasés complètement ou en partie, Yoro, Mpila, Winzi, les écoles, les collèges, le centre hospitalier de Talangaï détruit et des malades et visiteurs décapités. Des dizaines d'élèves militaires en provenance des casernes du Niari qui étaient en formation à l'Écramu ont disparu pour la plupart en plein sommeil, etc. Curieusement, 3 faits majeurs méritent d'être relevés. Tous les militaires Mbushi régulièrement affectés à l'Écramu avaient, comme par hasard, quitté très tôt leur lieu de travail ce jour-là. On peut citer le caporal-chef Ghana, l'adjudant Okemba, officier de permanence. Comme le 18 mars 1977, lors de l'assassinat de Marien Ngouabi, lorsque sa garde avait été dispersée et n'était maintenue en poste que les Bazonza, les officiers Jean-Pierre Onanga et Wolo Scar et autres, ils sont Larry, Teke et de Wisso. Le 4 mars, à l'Écramu n'était resté en poste pour l'essentiel que des militaires Teki. Sergent-chef Ngwalali, Missier, sergent Tsumo, Charlie, le sergent Kakom, Blood, caporal-chef Bwanzombo, Abdul. Comme par hasard, parmi les victimes du 4 mars,
il n'y a aucune des familles du clan Sassou, alors qu'ils sont nombreux à être domiciliés dans la zone concernée, tels les Ndengue, Jean-François et les Ngolo Pierre. Toutes leurs propriétés étaient volontairement et entièrement désertes très tôt ce jour-là. Le 5 mars, un groupe composé de proches du dictateur Sassou, versé jadis dans la gestion des questions de sécurité, sécurité publique et sécurité d'État, se met en place avec l'aval de Sassou Nguesso. Il s'agit de rechercher immédiatement la version officielle que Sassou fera avaler à la population, aux familles éprouvées et à la communauté internationale. Après avoir échafaudé l'hypothèse d'un court-circuit, Sassou fait comprendre à l'équipe occulte de travail, qu'il lui faut des responsables. De commun accord, ils ont déniché deux. D'abord, les Katangais, ayant eu comme commanditaire dans ce coup Charles Zachary Boa, alors ministre délégué à la Défense. Puis les Teki, à travers Marcel Touro, en rupture de ban avec le pouvoir. Comme il avait exprimé la veille à son domicile lors de la réunion célébrant son anniversaire, rapidement, Sassou met fin au travail de la première commission occulte et décide alors de mettre en place une commission officielle d'enquête. Ayant pour mission de confectionner cette double thèse. Son neveu, Jean-Dominique Okemba, entre alors dans la danse. Le 6 mars, le matin du 6 mars, la cellule de coordination du Conseil national de sécurité, qui comprend tous les chefs du service de sécurité et ceux du CMG, se réunit en présence du ministre de l'Intérieur et du ministre délégué à la Défense. Sa mission: découvrir les causes de la catastrophe et dégager les responsabilités. La composition de cette commission est à l'image du but poursuivi. Sur 9 membres, 7 sont embauchés. La mise en place au sein du Conseil national de sécurité une commission d'enquête sur les événements du mars 2008. Commission d'enquête a pour mission de cerner de manière détaillée et précise les causes des explosions des dépôts d'armes et de munitions des casernes de Pila et établir les responsabilités. Dresser de manière exhaustive le bilan des dégâts humains et matériels. Proposer des mesures à court et moyen terme pour éviter que ne se reproduisent de tels événements. Commission d'enquête est composée de le président, colonel Philippe Obala, directeur général de la sécurité des territoires, le vice-président, colonel Mongo Pierre, DGR, remplacé par Obandé, DGST, rapporteur, commissaire Ngaba, TSE, remplacé par un civil, DST, Conseil national de sécurité, membre, colonel Norbert Dachi, Conseil national de sécurité, direction de la sécurité intérieure, membre, colonel Elengo Jean, Conseil national de sécurité, membre, colonel Atipou, gendarmerie, membre, colonel Ndinda, DSM, direction de la sécurité militaire, membre, colonel Komi, DPJ, police judiciaire, membre, colonel Longue Nyenge, état-major, opération. La commission peut faire appel à tous sachant et devra déposer son rapport dans un délai de 10 jours au 26 mars 2012. La commission peut écouter toute personne susceptible de l'être dans le cadre de l'objet de la mission. Signé par le Conseil spécial, président, secrétaire général du Conseil national de sécurité, Jean-Dominique contre-amiral Jean-Dominique Okemba.
Car pour eux, il s'agit de défendre le pouvoir Mboshi. Et selon eux, il n'y a que des Mboshi pour bien l'affirmer. Parce que dans la composition de cette commission, et à l'image du but poursuivi sur 9 membres, dans cette commission, il y a 7 Mboshi. L'implication des cadres de la Lukwala. Pour Sassou, les empoisonnements du colonel Katali et du président Ambroise Noumazalaï n'ont pas suffi à éradiquer l'influence des Katangais. Il faut aller plus loin. Des cadres de la Lukwala, à l'image du général Mukoki Gilbert, qui méritait de prendre la direction des forces armées congolaises, mais qu'on a parachuté à la gendarmerie, jugée inoffensive, ont été peu à peu relégués au second plan. Mais pour Sassou, ces Katangais demeurent toujours dangereux, en impliquant Bouaou, son adjoint à la défense, dans la catastrophe du 4 mars, après lui avoir fait tenir des déclarations superficielles à ce sujet. Sassou s'assurait que cette fois-ci, il réglait définitivement le sort du clan des Katangais. On comprend alors pourquoi Sassou avait propulsé un philosophe à ce poste. Ce sont ses origines régionales qui ont été le déterminant. Or, dès son accession à ce ministère, Bouaou a commis, selon ce qu'a dit Sassou, un impair, en voulant nommer un cadre militaire de la Lukwala au poste sensible et stratégique de la direction générale de l'administration et des finances. C'est là que se règle tout achat des armes, notamment. Pour le dictateur Sassou, c'est que Bouaou a un plan en tête. En voulant contrôler cette direction, et il lui en a gardé dents. Sassou s'est souvenu ainsi que Bouaou n'avait pas tout fait pour réussir la refondation du PCD, parti de Marion Ngouabi. Car le dictateur Sassou, dont l'esprit reste hanté par le spectre de Marion Ngouabi, espérait fonder un nouveau parti, son parti, qui devait effacer le PCD et enterrer à jamais le nom de Marion Ngouabi. Le dictateur Sassou ajouterait alors à sa biographie le titre qu'il estime prestigieux et dont il rêve depuis, le président fondateur d'un parti. La mission politique et intellectuelle était confiée à 2 Katangais. Le premier, secrétaire du PCD, Ambroise Noumazalaï, et Charles Zakari Bouaou, chef de file et refondateur. Mais c'était sans compter avec la résistance des conservateurs, conduite par Lekundu Itisse Toumba, Opa Apoun et tant d'autres. Et ça, Sassou ne l'a pas pardonné à ces derniers, mais aussi à ceux qui n'ont pas été capables de mener à bout la refondation, c'est-à-dire les Noum, Mazalaï et Bouaou. L'occasion était donc belle avec le 4 mars pour régler les comptes de ces derniers, jugés incapables par Sassou de lui offrir son parti. D'où la déclaration mise par Sassou dans la bouche de Bouaou sur le bilan de la catastrophe du 4 mars. Mais grâce à l'énergie déployée par Bouaou, fortement soutenue par ses parents et amis de tous bords, du fait aussi de la totale fragilité du dossier des accusations à son encontre, qui n'a pas été démenti par l'activisme du doyen des juges de l'époque, le Mboshi Okungakala, Bouaou et les Katangais s'en sont bien tirés. Les juges de la cour d'appel ont été aussi déterminants en refusant
de se déclarer compétent pour prendre ce dossier, puisque pour eux, ils n'étaient pas compétents, parce qu'il s'agissait d'un faux dossier. Une question alors, pourquoi simplement à cause de ses responsabilités impliquer le ministre délégué et pas le ministre de la Défense, titulaire du poste, c'est-à-dire le dictateur Sassou Nguesso lui-même? Et aussi, pourquoi n'est pas impliqué le chef d'état-major général, qui est le véritable patron de la maison militaire? Est-ce que c'est parce que tous les deux sont embauchés et membres du clan? L'implication de Teki à travers le colonel Ntchourou. Les principaux greffes à l'encontre du colonel Ntchourou, tels que révélés par la commission Mboshi d'enquête, se résument ainsi. Avoir organisé la veille du 4 mars son anniversaire avec la seule participation de Teki et avoir prononcé une allocution de circonstances sans référence au chef de l'État et avoir remercié le Premier ministre André Milongo et le président du Souba pour avoir assuré ces promotions. Donc, aucun greffe en relation directe avec les événements du 4 mars 2012. Sauf que, selon la commission, nombre de personnels de service à l'ECRAMU sont Teki. Donc, tous leurs faits et gestes étaient commandés par le colonel Ntchourou. Ainsi, tous les interrogatoires sous fond de torture extrême ont été orientés dans cette direction. Au procès d'août 2013 à la Cour criminelle de Brazzaville, consacré à l'examen de l'affaire du 4 mars et où on comparit 32 accusés, on a eu droit à quelques échantillons. L'accusé, Kakom Kwak Blood, a déposé comme suit à l'audience du 8 août. Le vendredi 9 mars 2012, l'adjudant Oyenge Léon de la Direction générale de la sécurité du territoire m'a mené au Caspé, à Mukondo. Puis, il a donné des instructions en compagnie du colonel Kouni, directeur de la police judiciaire, pour qu'on m'attache pendant 3 jours à l'arbre Eucalyptus, ce qui a été réalisé. On m'a ramené à la Direction générale de la sécurité du territoire, où le colonel Obwandé m'a montré 50 millions de francs CFA. En contrepartie de ça, je devais citer le colonel Ntchourou comme commanditeur de l'explosion du 4 mars. J'ai refusé parce que je ne connaissais pas le colonel Ntchourou. Le 16 avril 2012, on m'a fait sortir de la geôle. On m'a injecté à la gorge un produit que je ne connais pas. On m'a fait boire un liquide sale. On m'a cassé la tête. Regardez vous-même, monsieur le président. Le caporal-chef Oba Rodrigue a déclaré à la barre de la cour ce qui suit. Le vendredi 8 mars 2012, nous sommes arrivés à la Direction générale de la sécurité du territoire, aux environs de 16 heures. Les auditions à la Direction générale de sécurité du territoire ont commencé le 3e jour. La nuit, aux environs de 1 heure du matin, à la Direction générale de la sécurité du territoire, on m'a bandé les yeux et il fallait que je dise que c'est le colonel Ntchourou qui m'a remis 300 000 francs. Je leur ai dit que je ne l'ai jamais vu, sauf au procès du Beach à la télé. Le caporal-chef Oba précise encore. Le général Ndengue avait amené ces éléments pour nous torturer. Quand on nous torturait, notre chef de corps, le colonel Ngani, était là. Il organisait la torture. Pire encore, l'accusé souligne avec force devant la cour et la nombreuse assistance ébahie. Un jour, les colonels Obwandé et Ngani m'ont dit en langue Mboshi, « Tu es Mboshi, c'est notre pouvoir, tu es notre petit. Dis-nous que c'est le colonel Ntchourou qui t'a remis de l'argent en contrepartie de l'incendie de la caserne. » Toujours selon l'accusé, au bas, le colonel Obwandé a ajouté, « Moi je travaille là où on fait les passeports. Dis-nous seulement que c'est le colonel Ntchourou qui a fait ça et tu voyages. » Tous les autres accusés ont décrit de façon émouvante à la barre
leur calvaire dans les locaux de la Direction générale de la sécurité du territoire. Qu'il s'agisse du sergent-chef Nier Raymond, du sergent-chef Ngami Kaivin, du caporal-chef Ghana Julien, du sergent-chef Ngwalali Michel Alvarez, c'était le même sort qui était au programme. 5 à 7 jours sans boire ni manger, placés au secret, sans visite familiale, ni celle d'un avocat, menottes en permanence aux mains, attachées derrière le dos, suspendus en l'air, cagoulés, jetés dans les fosses des tombeaux, ou maintenus dans une salle obscure étriquée en compagnie des moustiques, des cafards et punaises pour simplement accuser Ntchourou et de nombreux autres cas de péché. À l'audience du 10 août 2013, dans cette affaire du 4 mars, l'accusé sergent-chef Ngwalali Michel, alors en poste à l'écran nu, a déposé comme suit à ce sujet. Le jeudi 8 mars 2012, vers 21h, j'ai reçu l'appel du colonel Ndinga Géoffroy de la Direction générale de sécurité territoire. Le lendemain, vers 21h, on m'a mis en geôle. À partir du 15 mars, on venait m'extraire chaque jour pour me torturer, surtout par l'adjudant Atta. J'ai croisé pendant les séances de torture le caporal-chef Oba, avec les bras enflés, totalement à cause de ça. Il m'a dit, les officiers au Bwandé et Ngani m'ont dit en Boshi, tu es Mboshi, tu es des nôtres, c'est notre pouvoir, il faut charger les autres, les Teke. La déposition de Ngwalali Michel est doublement instructive, d'abord sur l'intensité des tortures, puis s'agissant de l'acharnement sur les Teke, présenté comme auteur des événements du 4 mars. La suite de sa déposition se présente ainsi. Après le passage de l'adjudant Oyenge Léon, ceux qui me torturaient m'ont attaché les mains derrière le dos et me soulevé, jeté suspendu en l'air et ils m'ont dit « Petit ». Les Bateke ont dirigé à l'époque de l'Usuba et Ganao. Signe-nous un papier et dis-nous que ce sont les Ntchourou, les Njomatias et les Okumbi Salissa qui ont fait ça. Même Florent Tiba, qui dit qu'il est avec nous alors qu'il fait un double jeu. Dis-nous que ce sont les Bateke qui vous ont instigé pour mettre le feu, pour embêter notre pouvoir. Devant les faillites de ces deux commissions d'enquête, malgré les tortures, enquête réalisée exclusivement sur témoignage, il faut chercher les véritables causes et les auteurs du drame du 4 mars. La thèse du court-circuit a été battue en brèche au cours des audiences de la Cour, car les deux magasins d'armes A et B n'avaient pas d'électricité. D'autre part, selon le témoignage de Bella Eric de la société Air Liquide, il ne peut y avoir d'autres inflammations. De même, s'agissant de la responsabilité de l'accusé Kakom, à qui l'on a reproché d'avoir allumé du feu, d'où serait parti le morceau de charbon qui aurait atterri dans un magasin d'armes. Le magasinier Ferré Bitsene a déclaré à l'audience, le magasin A était cadenassé et personne ne pouvait introduire la main ni le doigt. Le magasin B était fermé. Il en était de même pour les fenêtres à l'extérieur, couvertes par des grilles de protection, et des fenêtres à l'intérieur portaient des nappes en plastique. Donc, la thèse du morceau de charbon allumé ayant atterri dans le magasin est inopérante. En réalité, c'est le clan Sassou qui a volontairement provoqué les explosions de Mpila. La preuve manifeste. Toutes les familles des cadres, notamment policiers et militaires Mboshi du clan Sassou, qui résident dans les secteurs Mpila, Joro, Wenze Manzanza et Wenze Intendance, avaient volontairement déserté leur domicile ce matin du 4 mars 2012. Tels les Ngolo Pierre, les Ndengue, les Jean-Dominique Okimba, les Moko Hilaire et tous les autres. Mais des milliers de citoyens Mboshi d'Amba ont tout perdu, la vie, la santé, l'intégrité physique et les biens.
Et le clan Sassou sait qu'il y avait de très nombreux citoyens Mboshi dans ce secteur où Ngolo Pierre s'était fait élire député. Mais Sassou s'en moque, car ces Mboshi-là n'ont rien à voir avec le petit nombre de Mboshi du clan Sassou, tels ceux qui s'étaient recroquevillés au sein de la commission d'enquête ou qui avaient déserté toutes ces zones le matin du 4 mars. De sources dignes de foi, on a soutenu que le clan Sassou, Jean-Dominique Okemba, Dengue, Olesengo, Nkakala Michel et autres, qui a déclenché les explosions du 4 mars, voulaient ôter des mains du général Adoua, Blaise, tous ces matériels qui étaient placés sous sa responsabilité. N'oublions pas que quelques mois auparavant, un incendie d'armes s'était produit au domicile du même général Adoua. Les services de Ndingue n'ont jamais trouvé les auteurs, comme par hasard. Finalement, dans cette affaire, Marcel Nturo n'a pas été condamné à une lourde peine d'emprisonnement ferme, comme l'avait souhaité Sassou. Le sursis prononcé par la cour l'a remis en liberté. C'est alors que le clan Sassou organise un stratagème pour revenir à la charge, d'où le bombardement à l'arme lourde de guerre de la résidence de Nturo le 16 décembre 2013, en plein jour par les forces gouvernementales de la République du Congo. Quelques heures après cette opération, les autorités congolaises faisaient état d'une perquisition de police chez M. Nturo qui aurait mal tourné. Sous cette instance, bombardement qui a coûté la vie à plus de 30 citoyens civils non armés, tous Teke et Lari, et a fait de nombreux blessés graves, le colonel Marcel Nturo a été arrêté, en compagnie de plusieurs membres de sa famille présents à son domicile lors de cette opération. Comme lors de l'incendie de l'Ekramu et en prévision de l'attaque meurtrière du 16 décembre, tous les 4 Mboshi qui résidaient autour de la demeure de Nturo avaient, en connaissance de cause, vidé leurs habitations 2 jours auparavant, à l'image du directeur du domaine présidentiel, le colonel Edgar Nguesso. En même temps que le clan Sassou s'acharnait sur Marcel Nturo en avril 2013, il lançait parallèlement l'affaire Bango Samba et Mbemba Martin, c'est-à-dire des Teke et des Lari. Ici aussi sans preuve aucune, comme en 2009, quand Sassou a tenté de juger un autre Teke, Nzomatias, ici aussi pour détention d'armes, alors que c'est Sassou qui détient en privé des cargaisons d'armes, notamment à Tchambichou. Dans l'affaire de Bango en 2013, un autre Teke, le préfet du Poul, le colonel Ntsanga, a failli y être ajouté par Ndengue, après 3 semaines de détention au secret à la sécurité d'État. Maître Mbemba n'a échappé au séjour à la sécurité d'État que parce que ses avocats, outre le fait qu'aucune preuve, arme ou document n'a jamais existé, ont fait valoir ses qualités d'avocat international et de président du Conseil des droits de l'homme. Dans le même temps, le colonel Nturo a été de nouveau jugé et condamné pour une peine de prison ferme, ainsi qu'une trentaine de ses parents et travailleurs à la suite de l'attaque à l'arme lourde à sa résidence. Du 16 décembre 2013, par des bataillons de l'armée et de la police suréquipés avec blindés et hélicoptères. C'est contre les 2 procès, le colonel Nturo a reçu de très nombreux soutiens, tant de l'intérieur que de l'extérieur, ce qui l'avait galvanisé, mais aussi énormément inquiété le pouvoir. D'autant que le colonel Nturo s'était déclaré disponible pour aller devant la justice internationale afin de déballer ce qu'il savait sur les disparus du BIC. Notamment, à la fin des bombardements du 16 décembre 2013, lorsque les officiers dirigeant l'opération se présentent devant la résidence du colonel, ils sont surpris de trouver le colonel Nturo vivant, car le véritable but était d'éliminer le grand officier devenu gênant pour le clan Sassou, avec tout ce qu'il déclarait dans la presse. Nturo est conduit en prison. De leur côté, Bango et Samba sont eux aussi otages en prison sans aucune preuve et après avoir été torturés à mort, il y rejoint M. Boukadia et les militants de son parti à qui l'on reproche d'avoir simplement manifesté à Pointe-Noire contre le pouvoir de Sassou.
De son côté, un haut cadre Teke, le commandant Pikinza et le sergent Kakom ont été déportés par Equaflight dans des prisons du Nord, à plus de 500 km de Brazzaville. Comme on a pu le constater, dans les prisons du Congo, il n'y a pas un seul cadre Mboshi du clan Sassou. C'est l'impunité totale pour eux. La prison, les exterminations, c'est fait pour les cadres de toutes les autres ethnies. Même quand ces cadres Mboshi volent au su et au vu de tout le monde, ils ne peuvent pas être poursuivis. Souvenons-nous de cette jeune femme Mboshi Likuba, fille d'un grand peintre proche de Sassou qui avait détourné plus de 400 millions de francs CFA au préjudice de Western Union. Elle est libre. 2. Du colonel Ikonga Akindu, Makwa apparenté Mboshi, qui avait pourtant reconnu avoir perçu les 500 millions de francs CFA pour la réfection des soutes à munitions de l'Ekrami et qui n'a exécuté aucun travail. Condamné par une cour criminelle présidée par un vrai Mboshi, Bailly Saturnin, Ikonga a été immédiatement après remis en liberté par décision scandaleuse de la Cour suprême. Malgré les 600 morts et les 6000 blessés du 4 mars, à la sortie, il avait organisé une fête au champagne. De la disparition récente d'1,6 million, soit environ 700 millions de francs CFA en cash à l'ambassade du Congo à Paris, survenue dans les conditions suivantes. Du fait de multiples procédures des créanciers privés sur les comptes bancaires du Congo, parmi lesquels l'homme d'affaires Mohsen Odjet, la chancellerie congolaise à Paris multiplie les transferts en liquide depuis Brazzaville pour payer ses agents et assurer son budget. Mais l'une de ces opérations a tourné court. Courant octobre 2015, le chef de la payerie, Alphonse Onzé, un Kouyou Mboshi proche de Gilbert Ondongo, a alerté sa hiérarchie après avoir, selon lui, être agressé et s'être fait dérober dans le parcours entre l'aéroport de Roissy et son domicile. Cette somme de 1,6 million € lors d'un transfert en France, peut-on croire en cet incident? Attendons les résultats de l'enquête interne prétendument diligentée par le ministère congolais des Affaires étrangères. Ce qu'on sait, c'est que le dit Onzé est acquéreur de nombreuses propriétés dans l'île de France, notamment un pavillon à Poto-Combo dans le département de la Seine-et-Marne, en pleine rénovation extravagante. Il vient aussi d'acquérir un domaine à Poto-Poto à Brazzaville dans le quartier de l'école publique, un domaine à Pointe-Noire dans le quartier Kitoko, d'où proviennent ces importantes sommes d'argent pour un simple fonctionnaire qui devait déjà aller à la retraite, mais qui a vu son affectation renouvelée. Chères auditrices, chers auditeurs de la radio de la Voix du Peuple Libre, nous vous remercions pour avoir écouté cette 7e partie sur des explosions de la caserne de Pila. Restez connectés sur la radio de la Voix du Peuple Libre sur www.lavoixdupeuplelibre.com pour les prochaines lectures des documents confidentiels sur la gabegie financière du Congo et la mbochisation. Restez connectés, vous êtes sur la radio de la Voix du Peuple Libre sur www.lavoixdupeuplelibre.com. Restez connectés.